Commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cet auditorium pour cette conférence Sénature en partenariat avec l'IRD. Alors on a un représentant de l'IRD ce soir, mais on a en général Mina qui est la chargée de communication qui est là aussi pour vous accueillir. Là, elle est encore sur la route a priori, elle va arriver. Donc je suis Jean-Marie Lafont, le directeur de l'environnement de la province Sud. On va parler ce soir d'Acantaster. Donc ça va donner lieu à sans doute un débat, une discussion en fin de conférence. On va commencer par un petit film, tout d'abord. Et je vous présente à cette occasion-là Pascal Dumas, qui travaille donc à l'IRD et qui s'est en partie spécialisé sur ces sujets-là, mais pas que, qui va prendre la parole pour présenter en gros le petit film, enfin ce que c'est que ce film qu'il a fait, etc. Et ensuite, Pascal nous fera un peu un complément, une présentation sur un état des lieux de entre guillemets l'infestation d'Acantaster que l'on a pu constater ces derniers temps au niveau de la Calédonie. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, on pourra éventuellement prendre des questions sur le sujet. Voilà, je te passe la parole. Merci Jean-Marie. Bonsoir à tous. Donc, comme Jean-Marie le disait, je vais faire pour le moment le travail de Mina, notre chargée de com, qui n'est pas là. Donc le film que vous allez voir dure une petite vingtaine de minutes. Il a été réalisé par Jean-Michel Boré, donc notre monteur-filmeur de l'IRD. Et c'est un film qui se veut éducatif, c'est-à-dire on l'a conçu, on l'a pensé pour être capable de résumer le problème, la problématique Acantaster, aussi bien ici sur le territoire que dans les autres pays dans lesquels on travaille, à savoir le Vanuatu, Fidji et les pays du Pacifique. Donc c'est quelque chose qui va vous dresser une sorte de portrait global de la problématique Acantaster. Et derrière, moi, en une petite quinzaine de minutes, je serai bref, je vous présenterai l'état des lieux actuel de, non pas l'infestation, mais les infestations et la situation sur le territoire, avec un petit focus sur Prony, mais surtout où on en est quelques années après qu'on ait mis en place un réseau de surveillance des Acantasters. Donc on va commencer avec le film. Merci à tous d'être venus et on se retrouve donc dans 18 minutes à peu près. Il y a quelques années encore, le plongeur qui observait ce paysage sous-marin de Nouvelle-Calédonie réalisait qu'il avait le privilège d'évoluer dans un des écosystèmes les plus riches de la planète, à l'image des forêts tropicales. La multitude de formes et de couleurs qui s'offraient à lui était l'expression de cette diversité de la vie. Cet écosystème corallien nourrissait et abritait des centaines d'espèces différentes qui cohabitaient et se développait dans un équilibre qui semblait pouvoir durer. Aujourd'hui, d'un seul coup d'œil, le plongeur a l'impression que l'ensemble du récif a été frappé d'une étrange maladie, un paysage sous-marin qui apparaît dévasté et déserté. De ci, de là, parmi des algues, de petites colonies de coraux réapparaissent et grandissent. Mais que s'est-il passé et comment ? Pour comprendre cela, remontons dans le temps et retrouvons ce récif au moment où tout a basculé. Ici, dans l'univers des coraux, la couleur blanche est la couleur de la mort. C'est la couleur du squelette calcaire du corail. Si l'élévation rapide de la température de l'eau est souvent mise en cause, ici, les polypes qui nourrissaient le corail et les tissus qui le protégeaient en lui donnant ces couleurs ont été digérés par les enzymes de l'estomac d'une étoile de mer, à l'apparence d'une couronne d'épines. Une étoile de mer nommée Acantaster. Ce phénomène apparaît depuis une trentaine d'années à une échelle régionale de la grande barrière de corail australienne jusqu'au Japon. Comment expliquer ces infestations massives et dévastatrices, ces explosions démographiques d'Acantaster ? Les Acantasters
font partie du récif depuis les temps géologiques. En fait, c'est une composante essentielle de l'écosystème corallien, puisque par leur préférence alimentaire, elles vont consommer les espèces de coraux à croissance rapide et de ce fait libérer de la place, donc un espace, une niche écologique, pour les autres espèces de coraux à croissance plus lente. Et ce faisant, en fait, elles contribuent à maintenir la biodiversité corallienne dans les récifs, ce qui est très important parce que c'est ce qui sert de base à la résilience, à la résistance de l'écosystème dans son ensemble face aux pressions, face aux pollutions, face aux diverses menaces qui pèsent sur le récif. Dans des conditions naturelles, on rencontre peu d'acanthastères, quelques individus par hectare. Et dans ces conditions, elles jouent leur rôle. Le problème survient lorsque, à la suite d'un déséquilibre, qu'on a encore du mal à expliquer, ces populations explosent. De la façon analogue à un nuage de sauterelles qui dévaste les milieux terrestres, c'est la même chose. Lorsqu'elles sont en explosion démographique, nos voisins anglo-saxons disent outbreak, c'est là qu'en fait ce déséquilibre pose problème pour le récif. Plus d'un tiers des récifs coralliens du Pacifique sont touchés par ces infestations d'acanthastères et près d'un quart de la grande barrière de corail australienne aurait déjà été détruite par celle-ci au cours des 30 dernières années. Face à cette destruction, les récifs coralliens doivent aussi affronter d'autres menaces. Des cyclones de plus en plus intenses, la hausse de la température de l'océan et les conséquences des activités humaines. J'ai l'habitude d'en voir une ou deux par plongée et sans oser y toucher, parce qu'effectivement les piqûres sont très douloureuses. Et puis bon, à petite quantité, ça fait partie de l'écosystème, donc elles ont un rôle à jouer. Mais quand on voit telle quantité là, vraiment ça fait penser à une grosse maladie, plein de virus qui s'attaquent à un récif qui est en bonne santé et qui est complètement détruit quand on remonte un petit peu le filon. Tout est détruit. Quand on avance vers le front des acanthastères, c'est encore vivant, mais il y a des traces blanches partout. Et franchement, c'est triste à voir. They're everywhere, on top of each other. I've seen down in South Centre, I've seen the whole reef just absolutely finished. And there's still hundreds of crowns of thorns still there. Everything was there. Because I remember 50 years ago, I used to do underwater photography and up in the Barrier Reef. And you were lucky if you saw one crown of thorn. One. It was a big deal and you could take a photograph. L'acanthastère est une espèce à sexe séparé, il y a des mâles et des femelles. Au moment de la reproduction, en fait, qui est déclenchée souvent par un stimulus de température, les acanthastères sortent de sous les coraux où elles sont cachées et vont prendre une position tout à fait typique, s'arc-bouter sur le haut du récif et émettre leurs gamètes. Donc c'est quelque chose qui est difficile à observer par les plongeurs parce qu'il faut être là juste au bon moment. Donc on a véritablement des nuages de gamètes émis dans l'eau qui se mélangent, qui se fécondent, qui donnent naissance à des larves. Ces larves vont dériver quelques jours, entre 10 et 30 jours en fait, dans la colonne d'eau, avant de tomber au fond, de se métamorphoser, c'est ce qu'on appelle l'installation des larves, et de commencer une vie sur le fond. Et c'est très difficile de les localiser parce qu'à ce stade, les petites acanthastères mesurent moins d'1 centimètre et se cachent dans les zones détritiques profondes. Donc en temps normal, les plongeurs ne les observent pas. Ces larves, ensuite, vont être petit à petit attirées par les zones coralliennes et au fur et à mesure de leur développement, elles vont remonter vers la surface pour atteindre les zones de densité maximale des coraux. Une des hypothèses qui expliquerait la recrudescence de ces outbreaks au niveau régional tient justement à l'augmentation de la survie des larves liée au changement climatique et aux pratiques humaines. D'abord, la température. En augmentant la température de surface, on raccourcit le temps de développement de ces larves et on leur permet donc d'échapper aux prédateurs, puisque cette première phase larvaire est celle pendant laquelle elles sont les plus sensibles à tout un tas de prédateurs du plancton. Ensuite, en fournissant davantage de nourriture à ces larves, on augmente également leur survie. Et comment leur fournit-on de la nourriture? En produisant du plancton. Or, on le sait, avec le lessivage des eaux côtières qui arrivent au niveau de la mer, elles entraînent des fertilisants, des polluants, qui provoquent des explosions de plancton, ce qu'on appelle des blooms. Et ces explosions de plancton nourrissent les larves d'acanthastères et vont, pareil, augmenter leur survie.
À l'état adulte, les acanthastaires ont peu de prédateurs. Étant donné leur taille et leurs épines, seules quelques espèces sont suffisamment armées pour les consommer. Il y a d'abord la conque, le triton ou la toutou en Calédonie, ce gros mollusque, et certains poissons comme les napoléons ou des gros balistes. En dehors de ces espèces, finalement, peu d'autres prédateurs existent pour l'acanthastaire. Par contre, sur les juvéniles ou les larves, il y a beaucoup plus d'espèces susceptibles de les consommer, notamment des crevettes, tout un tas d'autres organismes. La diminution des prédateurs est une des explications possibles des outbreaks. Ce n'est pas l'explication principale, mais elle pourrait contribuer. Par exemple pour la toutoute, qui est un mollusque qui a été abondamment pêché dans tout le Pacifique, dont les stocks se sont effondrés dans la plupart des endroits pour les vendre aux touristes. Les napoléons sont aussi des espèces qui sont pêchées, dont les populations ont diminué. La diminution des prédateurs n'est pas en soi une explication suffisante pour déclencher les outbreaks, mais elle peut contribuer à dépasser ce seuil au-dessous duquel on est dans une population normale et au-dessus duquel on passe en explosion démographique. Lorsque le phénomène se produit, lorsque les colonies coralliennes sont sur le passage d'un tapis mouvant d'acanthastaires, la riposte s'organise. Ainsi, dans toute l'Océanie, avec les moyens du bord, des villageois, des plongeurs, des pêcheurs, des scientifiques, tous ces volontaires se mobilisent pour limiter les conséquences dévastatrices de l'appétit de millions d'acanthastaires. 2014 mi bin staff lo pokisa we husband lo mi one staff lo pokisa mi senior captain lo we mi drive en boat we kara mo kata driver so li koran lo pokisa resort ano li drive after li piki ma por kata li kara mo kata kamantap o li boil lemon pig for la tram water hemi boil after li putu mo stonefish ko inside li boil o li tet o li dikim hole after li peremol kata inside. Whenever it happen, me will look, me will fright him, blow touch him. The hemi continue blow crow, he can't pick one. The time he got one clearing with them fisheries, will he make him clean up, blow, all reef blow me, blow place, and me will look so someday, if he needs me. When I time when me fly walk part with us, low reef, me fly no more fright now, from me no more cat now. I start finishing. So it was not until 2011 that the crown of thorns that started here in Melly Bay had travelled past Devil's Point, around past Tuk-Tuk, and were now coming into the area where we traditionally took scuba divers and really keen snorkelers. So we could see them moving towards us, and we started to organise volunteers to go out and take out the front runners. There seems to be like a group of scout crown of thorns that come through first, and they send out pheromones that advise the others where the best reefs are, and then suddenly you're inundated with thousands of these crown of thorns. Reefs that have been totally destroyed by the crown of thorns, you'll see white scars. That's an indicator for us to find where there is an outbreak. Now the method we were using was developed by Big Blue Dive in Melly Bay back in 2007 through to 2010. We were using a flour bag like this and a hook. You develop a technique where you hold the bag into the current so the mouth opens, and you scoop it up and then you pop it in the bag. Now, and then you leave the bag in the water for 2 days, and they die of lack of oxygen. We more or less had to set a line in the sand where it was like a Maginot line. You are not going to come across this line, right? So we got the resources of volunteers and boat and scuba equipment and so forth, and village volunteers, and it takes a lot of determination, but you can actually stop them if you really want to. We have some of the best coral reefs now in our area of operations, probably better than you're going to find most places around Apate, and probably even the outer islands. Potentially
those reefs are in good condition now. Ce combat contre les acanthaster, qui semble bénéfique pour l'écosystème, fait-il pour autant l'unanimité parmi les gestionnaires de l'environnement? Il y a eu de nombreux débats et qui continuent encore actuellement au sein de la communauté scientifique sur la pertinence d'intervenir en nettoyant, en enlevant ou pas les acanthastères. D'un côté, on a le fait que l'acanthaster est donc une composante naturelle de l'écosystème et qu'en tant que tel, l'être humain n'a pas à intervenir. L'autre côté, c'est les dégâts qu'on observe sur les récifs, surtout de nos jours où avec les nombreuses pressions qui pèsent le réchauffement climatique, l'acidification, les pollutions, on n'est pas du tout sûr qu'un récif attaqué sérieusement par les acanthastères puisse se régénérer. On observe ça tout au long du Pacifique. Quand on travaille en particulier avec des pays dont les gens sont fortement dépendants des ressources de leurs récifs, comme le Vanuatu, Fidji, ces petits pays du Pacifique, là effectivement la question se pose différemment et on peut difficilement rester insensible et ne pas intervenir. Or il existe à l'heure actuelle des méthodes efficaces qui permettent à l'échelle d'un récif de limiter la pression et les dommages que font subir les acanthastères au corail. En Nouvelle-Calédonie, Pascal Dumas et ses collègues de l'Institut de recherche pour le développement ont fait appel aux usagers du lagon pour acquérir de l'information sur l'état et la localisation des populations d'acanthastères. Cette démarche de science participative se fait par l'intermédiaire de l'application et du site web Auréanet. Elle s'appuie sur la participation de volontaires qui contribuent par leur témoignage à enrichir une base de données. Dès qu'on va en plongée et qu'on rencontre un nombre élevé d'acanthastères, on essaye de penser en rentrant à le référencer au mieux possible. Par la suite, ce sera au tour des scientifiques de restituer à ces contributeurs une information accessible au plus grand nombre. On a été prévenu en juin de l'année dernière par un usager du lagon qui nous envoyait un rapport à travers le site d'observation. Il nous indiquait en avoir vu à peu près une cinquantaine et donc on est allé vérifier. Et on s'est aperçu qu'effectivement tout le récif ici, toute la partie profonde était infestée d'acanthastères. Une fois qu'on s'est aperçu de la réalité de l'infestation, on est revenu pour quantifier le phénomène, c'est-à-dire faire des comptages, être capable de dire combien il y en a, à quelle profondeur, et ensuite de tester nos systèmes d'injection pour s'en débarrasser. Au Vanuatu, on a développé ce type de méthode en fin 2014 avec nos partenaires du service des pêches. On a réussi à mettre en place un système d'injection avec du vinaigre ou du jus de citron qui est peu coûteux, très efficace. Deux injections de 10 ml de vinaigre ou de jus de citron sont nécessaires pour obtenir 100% de mortalité chez l'acanthaster en 24 heures environ. En effet, une seule injection n'est pas suffisante. La capacité de régénération de l'acanthaster est telle qu'elle peut se fragmenter et abandonner la partie de son organisme qui se nécrose et la reconstruire par la suite. À ce jour, des études sont menées en partenariat avec le département des pêches du Vanuatu et l'aquarium des lagons à Nouméa pour comprendre les mécanismes cellulaires impliqués dans le processus de destruction de l'animal. Des acanthastères sont prélevés et seront par la suite étudiés dans les bassins de l'aquarium des lagons. Actuellement, la méthode qu'on a développée récemment au Vanuatu fonctionne très bien, ces injections acides de vinaigre et de citron. On essaye d'aller plus loin et avec le soutien de nos partenaires, l'Aquarium des Lagons et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on essaye de trouver d'autres formulations encore plus efficaces, plus faciles à transporter ou à mettre en œuvre, qui pourraient bénéficier à tous ces petits pays de la zone Pacifique qui ont peu de ressources et pourtant qui sont confrontés à ce phénomène.
Le suivi participatif est quelque chose de fondamental ici, puisque étant donné la superficie de la Calédonie et de ses récifs, en fait on est beaucoup trop peu nombreux, nous les scientifiques, pour surveiller les populations d'acantastères. Or, cette bascule en fait survient en très peu de temps, en quelques mois. Une population d'acantastères en explosion peut totalement dévaster un récif, un îlot tout entier. Et c'est là que la plus-value de cette approche est vraiment évidente. On fait appel aux plongeurs, aux plaisanciers, aux pêcheurs, à tous les gens qui sont sur le lagon, il y en a beaucoup. Et grâce à eux, on a vraiment un œil partout dans les zones même les plus reculées. Et c'est grâce à ça qu'on espère pouvoir endiguer le phénomène acantastère en Calédonie. Donc maintenant que, grâce à ce petit documentaire, on a fait un peu le tour de la question, et je remercie Jean-Michel Boré, du coup ça me simplifie la tâche ce soir, puisque l'essentiel étant fait, je vais me concentrer sur les nouveautés. Ce film a été tourné il y a presque un an jour pour jour, et en fait depuis un an, il s'est quand même passé pas mal de choses, et en fait on est en train, grâce aux données qu'on a acquises depuis, de changer de paradigme sur la question des acantastères. Donc là, je vais vous parler sous l'angle scientifique. Effectivement, la province s'exprimera après de son point de vue. Ce que je voudrais vous exposer rapidement, c'est où on en est, donc 3 ans et demi, 4 ans après le début de ce programme participatif Auréanet de suivi des acantastères. Alors, les acantastères, effectivement, c'est pas nouveau. Tous les Calédoniens les connaissent, ceux qui mettent la tête sous l'eau. Si on revient en arrière, les premiers rapports, c'est dans les années 50 avec René Catala, je parle de premier rapport quantitatif, le fondateur de l'aquarium, qui en avait découvert des populations en explosion déjà à l'îlot mètre. Ça n'a guère cessé depuis. Dans les années 70, il paraît qu'il y a eu des ramassages. Et curieusement, à cette époque, une exploration, enfin une mission océanographique de 23 jours, je crois, sur les zones du Grand Nouméa du lagon Ouest, explorait les récifs en détail, différents types de récifs, et n'en avait ramassé aucune. Et vous allez voir avec le recul qu'on commence à mieux comprendre ce genre de présence-absence tout au long des données historiques. Dans les années 80, une chercheuse de l'Orstom, donc l'ancienne IRD, avait travaillé sur les acantastères et avait mis en place en fait une sorte d'étude sur la reproduction, et on lui doit la première carte de distribution en fait des acantastères en Nouvelle-Calédonie. Alors un petit point, pourquoi Solaris, pour ceux qui suivent un peu le phénomène, on appelait cette espèce acantastère planqui ou plancy. En fait, depuis peu, quelques mois, les espèces, c'est comme les gens, les noms vont, viennent, ça vit, ça meurt. Et donc, il y a eu une révision du statut de l'espèce qui désormais s'appelle Acanthaster solaris. Et le nom Acanthaster planqui est réservé à l'espèce qui se trouve dans l'océan Indien. Au total, en fait, dans ce genre Acanthaster, on a 4 espèces, une en mer Rouge, 2 dans l'océan Indien, et une ici pour le moment pour l'ensemble du Pacifique, qui probablement d'ici peu va se scinder en 2 espèces, une de l'Est, une de l'Ouest. Donc pour le moment, chez nous, dans le Pacifique, on parle d'une seule espèce qui désormais s'appelle Acanthaster solaris. Les variations de couleur, de taille, en fait, peuvent intervenir à petite échelle et ne sont pas du tout un indicateur de différentes espèces. Ce sont vraiment des changements individuels. Donc voilà, je vous ai extrait l'archive de Chantal Conant en 1983, qui déjà, alors si vous regardez bien, les petits symboles, comme les points, les croix, ce sont des acantastères, en fait, des observations d'acantastères faites dans le cadre de plongée, dans le cadre d'études, ou dans le cadre de différents programmes de recherche de l'Orstom de l'époque. Et on trouve en fait une distribution avec pas mal d'observations faites dans la zone du Grand Nouméa, forcément là où se concentrent en général les efforts de recherche des scientifiques. On en trouve sur la côte est, du côté d'Iaté, en montant vers Tio, Canala. On en retrouve dans une zone dont on parlera, Tuo, Pointe-Yingen, également dans le nord, et même sur les loyautés, Ouvea et Lifou. Donc première carte qui, dans les années 80, confirme ce que les gens savent, à savoir l'acanthaster est une espèce native du Pacifique, et fort naturellement, on la trouve tout autour de la Nouvelle-Calédonie.
comme on le voit dans le film, c'est une espèce qui est nécessaire à l'écosystème puisqu'elle entretient la biodiversité corallienne. Donc l'observer tout autour des récifs, c'est plutôt une bonne chose tant qu'on reste dans des concentrations, c'est-à-dire des densités relativement faibles, de l'ordre de quelques individus par hectare. Si on fait un bond dans le temps jusqu'en 2014, il ne s'est pas passé grand-chose entre finalement les études de Conan dans les années 80. Dans les années 2000, il y a eu des infestations qui ont été traitées par des clubs de plongée en fait, mandatés par la province, donc 2 infestations, dont une, encore une fois, l'Ilomètre. Et donc en 2012, si on avance jusque-là, les usagers du lagon font remonter auprès de la province, auprès des instituts de recherche, une recrudescence des acanthaster sur différents récifs. Les gens, les pêcheurs, les plaisanciers en observent à nouveau et en nombre important. Ce qui conduit l'œil, l'Observatoire de l'environnement de la province sud et l'IRD à lancer une étude conjointe, à la fois basée sur des suivis scientifiques et sur une étude participative pour essayer de faire le point sur le phénomène. Donc, si on rajoute à cette étude les données de nos collègues du réseau d'observation des récifs coralliens, le RORC, plus les quelques données scientifiques disponibles à l'époque, en 2014, voilà à peu près ce qu'on a pour la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, une forte concentration dans la zone du Grand Nouméa, due au fait que les gens travaillent essentiellement là, évidemment. On en observe quelques-unes, mais avec un grand vide sur la côte est. Vous remarquez qu'il y a presque, c'est le no man's land. Quelques points dans le nord, et à cette époque, rien sur les loyautés. Donc voilà l'état des courses d'un point de vue scientifique en 2014. Donc à l'heure d'aujourd'hui, d'hier plus exactement, lorsque j'ai fait la dernière extraction de base, donc 3 ans et demi, 4 ans après, on en est là. Je refais le passage parce que je le trouve intéressant quand même. On passe de là à là. Alors finalement, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est vous, c'est-à-dire la méthode, les gens. Jusqu'à présent, les observations d'acanthaster se faisaient essentiellement dans le cadre d'observations de recherche, de missions de recherche scientifique. À partir de 2014, on est passé sur un autre système où on demande aux usagers du lagon de nous faire remonter leurs observations. C'est ce réseau participatif. Et comme vous le voyez, ça marche même plutôt bien. Et en fait, plus on en cherche, plus on en trouve. Donc, c'est ce réseau-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'ai remis en gros, qui fonctionne par l'intermédiaire soit d'un site internet sur lequel vous pouvez déclarer avec un formulaire très simple avoir vu des acanthaster, soit une application dédiée gratuite sur smartphone ou tablette qui, pareil, sert à faire remonter l'observation. Et j'en profite justement pour remercier tous ceux d'entre vous et les volontaires en général qui contribuent. On est à l'heure actuelle à presque 350 rapports, donc retour de volontaires sur la Nouvelle-Calédonie. On en a presque autant sur le Vanuatu, un peu moins sur Fidji. Et c'est vraiment grâce à tous ces bénévoles, tous ceux d'entre vous qui vont sur le lagon et qui nous font remonter les observations, qu'on arrive à la carte que je viens de vous montrer, à ça. Alors, ça, c'est très intéressant parce que, outre le fait de confirmer qu'elle est toujours là, qu'elle est en fait beaucoup plus distribuée qu'on le pensait, à partir de ce que vous nous envoyez dans le formulaire, on demande aux gens des choses simples. Combien vous en avez vu si vous savez les compter? Est-ce que c'est des grandes quantités ou pas? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que vous savez combien de temps vous avez nagé? Donc il y a de la place pour tout type d'informations, depuis les plus précises et quantitatives jusqu'à des informations moins quantitatives. Et grâce à ça, on peut déjà faire un premier tri en séparant en fait les observations en très petit nombre, ceux d'entre vous qui observent 1, 2 ou 3 acanthaster, et les observations en concentration, en agrégation, qui potentiellement posent problème. Donc si on fait cette première séparation, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on va considérer des observations à risque faible, 1, 2, 3, 4 acanthaster. C'est évidemment il faut tenir compte du temps, mais globalement, tout ce qui est vert, c'est quelque chose à risque faible. Et tout ce qui est orange, potentiellement, là, on entre dans les observations où on commence à se poser des questions parce que soit la concentration est importante, soit le nombre est important en peu de temps. Donc, potentiellement, on a des agrégations. Alors, grosso modo, on a 2/3 des rapports qui nous parviennent qui sont dans la catégorie verte. Donc, déjà, on peut se dire, ces 2/3-là, potentiellement, ce sont les moins préoccupants. Si on regarde dans notre zone à nous, le lagon sud-ouest, vous voyez ce que ça donne. Énormément d'observations. L'essentiel des observations, effectivement, se concentre là.
Beaucoup de vert, mais pas mal de orange. Donc là, récemment, depuis les 2 ou 3 ans que ce réseau a été lancé, on observe de plus en plus régulièrement ces infestations avec un risque moyen à élevé. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va vérifier. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'IRD, on se déplace sur ces sites, on met en place des comptages plus quantitatifs pour savoir très précisément combien d'acantastères en combien de temps, sur quelle surface. Et à partir de là, on peut donc affiner cette carte, et voilà ce que ça nous donne. Donc là, je vous ai mis 3 codes couleurs. Le vert, on a confirmé que ce n'était pas des infestations, c'est-à-dire on a effectivement une observation d'un nombre un peu plus élevé que la normale d'acantastères, mais on n'est pas dans les seuils qui définissent une infestation. Le orange, alors le orange c'est plus délicat parce qu'en fait on observe quelque chose qui potentiellement pourrait être une infestation, mais ça nécessite de le suivre dans le temps parce que ça peut s'éteindre spontanément. On a un certain nombre de cas où effectivement l'augmentation de la population va durer quelques mois, quelques semaines et disparaître. On n'entre pas là dans le cadre d'une réelle infestation. Par contre, les points rouges, enfin les croix rouges que vous observez là, un petit peu partout distribuées, là ce sont des infestations avérées, c'est-à-dire en fonction des seuils et en fonction de nos comptages, on peut catégoriser ces événements comme de réelles infestations. Alors pour vous donner une idée du seuil, on a mis en place un protocole simple de comptage par 10 minutes. Ce sont des choses qui se font dans la littérature depuis longtemps. Et le seuil qui est développé ici pour nous en Calédonie, entre 0 et 5 acantastères, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si on est vers la fourchette haute, c'est-à-dire 3, 4, 5, c'est la zone orange à surveiller. Mais ça va, c'est pas un gros problème. À partir de 5 acantastères en 10 minutes, là, par rapport à toutes les études scientifiques dans le monde, on est dans le cadre d'une infestation. Et c'est là qu'effectivement la question se pose, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Alors, quand je dis infestation, voilà à quoi ça ressemble. En haut, c'est le récif 8 mai que je vais vous présenter au sud de Lilouin l'année dernière. Juste à côté, c'est Prony il y a 1 mois. Ici, c'est le récif, c'est sur Vua, le récif sur lequel le film a été tourné. Et ces deux-là, c'était le Koindu Beach il y a 1 an et demi, 2 ans, le petit récif qui était à la sortie de la baie du Koindu sur la gauche, qui a été ravagé, mais comme il était petit, l'infestation est passée assez inaperçue, elle n'a pas duré très longtemps. Alors là, c'est ce qu'on peut obtenir dans des véritables infestations de course. On n'a pas encore ça chez nous. Au-dessus, c'est l'Indonésie, les deux côtés. Et en dessous, vous voyez très nettement l'impact des acantastères sur tous ces coraux blancs. La différence entre le blanchissement des acantastères et celui de la température, il est très important, puisque quand vous avez un blanchissement thermique, à cause de notamment une augmentation de la température, les coraux blanchissent, c'est réversible si cet épisode ne dure pas trop longtemps, puisque c'est juste une dépigmentation du corail. Mais l'animal est présent, l'animal est encore vivant. Et si la température redescend, dans un certain laps de temps, l'animal récupère les couleurs et c'est reparti. Les acantastères, en fait, elles blanchissent le corail parce qu'elles le consomment. Elles étalent leur estomac sur le corail, elles le digèrent et elles récupèrent les sucs digestifs. Donc quand c'est blanc, c'est que c'est juste un squelette calcaire mort. Donc là, il n'y a pas de régénération possible, à moins d'avoir une arrivée de larves, un recrutement de corail depuis d'autres zones. Alors, je vous disais en début qu'on commence à changer de paradigme, c'est-à-dire la façon dont on considère les infestations d'acantastères en Nouvelle-Calédonie. Il y a un certain nombre de choses, moi, qui m'interpellent dans ces résultats qu'on a depuis 3-4 ans. La première chose, c'est ça. C'est le nombre d'observations reçues par le réseau sur donc, les 4 ans d'existence du réseau. Vous voyez une augmentation très nette, aussi bien pour les observations vertes à faible risque que les observations rouges à risque moyen et élevé. Et si on imagine prolonger les courbes, on n'est pas du tout en train d'atteindre un palier. Plus il y a de gens qui nous font de rapport, plus les nombres d'observations d'infestations augmentent. Donc c'est un phénomène qui, pour le moment, on n'en a pas encore vu les limites. Deuxième chose, les quantités. Là, ce que vous voyez, c'est un graphe avec les nombres d'acantastères comptés en 10 minutes, ce fameux indicateur qu'on utilise. Donc je vous ai mis en bas, en pointillé bas, la petite ligne, le seuil d'infestation, c'est-à-dire sous cette ligne, autrement dit, dans ce graphique, il n'y a rien dessous, on est en situation normale. Au-dessus, c'est tout ce qui est considéré comme une infestation. Alors le souci quand même, c'est que dans certains cas, vous voyez l'îlot Montravel, on est à 60 fois le seuil. Dans la plupart en fait, de ces infestations-là, on est à 10, 20 ou 30 fois le seuil, qui est déjà un seuil très conservatif.
Donc des infestations qui ne sont pas du tout bénignes, mais qui au contraire entraînent pour la couverture corallienne des dégâts très importants. Une infestation d'acanthaster qui reste sur site peut entraîner une réduction de la couverture de corail vivant à plus de 90%, c'est-à-dire on n'a plus rien quand elles sont parties. Tout dépend du temps pendant lequel elles restent sur zone. Alors, une autre chose, moi, qui m'a interpellé, ce sont les résultats extraits du stage de master d'une de nos étudiantes, Julie, qui est ici, qui a travaillé pendant 6 mois sur 3 récifs sur lesquels on avait détecté, grâce au réseau, une infestation, donc le récif 8 mai, Thau et Vua. Elle a suivi ces récifs pendant 6 mois, pendant tout son stage, tous les mois. Elle s'amusait à aller compter les acanthastères sur place et mesurer l'évolution de la couverture de corail. Donc là, c'est pour 8 mai, le récif 8 mai. Elle a représenté avec ses petits camemberts, sur tous les transects, donc les zones où elle a fait son travail, le rapport entre le corail vivant et le corail mort. Donc dans ces petits camemberts, tout ce qui est rouge, c'est la proportion de corail vivant, et tout ce qui est blanc, gris, c'est la proportion de corail mort. Ça, c'est en avril, vers la fin de son stage, pas tout à fait puisqu'elle a été jusqu'en juin, mais on n'a pas encore eu le temps de traiter les données. Et on s'aperçoit que, la première chose, après le passage des acanthastères, en avril, elles étaient dans cette zone, elles n'avaient pas encore sérieusement bougé, et bien il ne reste plus grand-chose, en particulier sur le tombant, où on a des couvertures coralliennes qui, avant l'infestation, étaient, alors on n'a pas les chiffres quantitatifs, mais on a des suivis, donc on devait être à 80% à peu près de corail vivant sur le tombant, et on s'aperçoit qu'en avril, donc après plusieurs mois d'infestation, on est tombé à autour de 5-10%. Il reste plus de corail vivant sur le haut, c'est-à-dire en général sur la crête. Et sur ce récif, comme sur les 2 autres qu'elle a suivis, on s'est aperçu d'une chose étonnante, c'est que les acanthastères, on le savait déjà, attaquent par le bas, en remontant, et qu'elles s'arrêtaient au niveau de la crête et du platier. Donc dans ces zones, pour le moment, il reste effectivement fréquemment une petite proportion de corail vivant en haut du récif. Par contre, le bas, malheureusement, est totalement éradiqué. On observe une autre chose, on a été capable du coup de reconstruire à peu près la vitesse de progression, la dynamique de progression de cette infestation. Un usager du lagon nous a signalé donc l'infestation en juillet, et par chance, un mois avant, un de nos collègues était allé sur le site et n'avait rien observé. Donc on sait qu'elle a débuté en juillet sur ce premier récif. Malheureusement, le temps de lancer le stage, et il se trouve qu'en fin d'année, les chercheurs, les étudiants sont en vacances, donc on n'a pas eu grand-chose sur décembre, mais on sait que entre probablement octobre 2017 et janvier, donc elles se sont déplacées sur les récifs suivants. On retrouve leurs traces vers février, où elles sont déjà dans cette zone, et en juin, elles sont ici. Elles n'ont pas encore, a priori, attaqué les autres récifs. Donc ça nous donne pour la première fois, ici sur le territoire, l'idée de la vitesse réelle de propagation d'une infestation. Attention, c'est quand même spécifique ce système, puisqu'il y a très peu de profondeur entre les différents récifs, ce qui permet aux acanthastères de se déplacer facilement. Dans la littérature, normalement, ils ne sont pas censés pouvoir se déplacer sur de grandes profondeurs, ou en tout cas, on ne les a pas observés, parce que malheureusement, on n'est pas capable technologiquement de les suivre. Donc ici, la propagation est rapide, les îlots sont petits, mais ça nous montre quand même que finalement, en l'espace d'une année, on a une progression sur l'ensemble de ces 4 îlots avec des dommages extrêmement significatifs sur la couverture corallienne. Que peut-on faire? Donc, le film a répondu en partie. On a testé, avec l'autorisation de la province sud, en mai dernier, une opération de contrôle sur l'îlot Vua, un de ceux dont je vous ai parlé justement. On a utilisé le système des injections de vinaigre sur 2 jours, donc on a fait appel à des plongeurs volontaires, bénévoles, club de plongée. On était une équipe de 10 personnes sur 2 jours. Et en 2 jours, on a injecté 1377 acanthastères, si je me souviens bien, un peu plus d'1 tonne. C'était des individus de grande taille. L'analyse en fait de leur taille nous donne une idée de l'âge, et on était sur des individus entre 5 et 7 ans, donc ils faisaient déjà 45 à 50 cm. Donc on a nettoyé cette vague en 2 jours, et malheureusement, il ne s'est rien passé depuis mai, ce qui fait qu'une autre cohorte, c'est-à-dire une autre génération d'acanthastères est arrivée sur le récif, des petits individus qui ont actuellement entre 20 et 30 cm, donc qui ne vont pas forcément se reproduire à cette saison chaude, malheureusement qui mangent. C'est un peu des ados, donc ils mangent énormément, très vite. Et du coup, voilà ce qui reste, d'après les données de Julie, sur 8 mai. En avril,
Encore une fois, quand on a commencé avant l'infestation, donc le tombant était vraiment, vraiment très beau. Là, les camemberts que vous avez à l'extérieur, c'est ceux du tombant, et ceux vers l'intérieur, c'est ceux de la crête. Donc encore une fois, c'est le tombant qui a subi l'essentiel du choc, avec très très peu de corail vivant restant. Et c'est intéressant, on voit des petits camemberts blancs, c'est le corail blanchi récemment. En fait, on détecte le plus souvent, le plus facilement, une infestation en cours parce qu'on voit ces traces blanches, ces cicatrices alimentaires. Et c'est justement ce qui a sans doute fait dire jusqu'à présent que la Calédonie était épargnée par les grosses infestations d'acanthaster. Le souci, c'est que ces traces disparaissent rapidement. Et comme on le voit ici grâce au travail de Julie, en quelques mois, en fait, on passe d'un système de corail vivant à un système de corail mort, et on a perdu ce corail blanc très clair parce que, du fait de la température, les algues s'installent, il brunit, il devient un corail mort, et 2 ou 3 mois, 4 mois après un passage d'acanthaster, on n'est plus capable du tout de dire que des acanthasters étaient là. Donc, ce qui nous fait dire actuellement que très probablement ce phénomène en fait n'a pas du tout épargné la Nouvelle-Calédonie. Il passe en fait inaperçu depuis probablement de nombreuses années puisqu'il tourne. On a de nombreuses petites infestations qui ne sont pas suffisamment grosses pour déclencher une espèce d'inquiétude générale comme en Australie. Elles ne restent pas longtemps sur site. Elles tournent quelques mois sur un îlot avant de disparaître. Et là, on est incapable de savoir si la population meurt ou elle change d'endroit, puisque pour le moment, on n'a pas les moyens technologiques. Mais donc, visiblement, le système calédonien a des spécificités qui font que chez nous, ces infestations sont plus rapides, plus dynamiques, et du coup passent beaucoup plus inaperçues. Mais probablement, sur le long terme, font des dommages extrêmement significatifs à la couverture corallienne. Alors, pour finir, effectivement, parce que c'est quand même assez frappant quand j'ai trouvé ce chiffre dans la littérature, c'est les résultats d'une étude récente de synthèse. Nos voisins australiens connaissent les dégâts de l'acanthaster et ont des programmes de suivi à long terme depuis plus de 30 ans. Donc avec ce recul, ils ont récemment fait des analyses, des modélisations pour essayer d'expliquer sur les 30 dernières années qu'est-ce qui était le facteur causant le plus d'impact au récif. Et donc, ils sont arrivés à ce chiffre. En 27 ans, la couverture de la Grande Barrière a diminué de 50%, donc ils ont perdu la moitié de la barrière. Donc prenez les récifs de Calédonie, en gros vous enlevez la moitié, en 30 ans. Et sur cette moitié qui a disparu, eh ben, la moitié de cette moitié, donc 25%, ce sont les cyclones tropicaux. Effectivement, ils sont beaucoup plus sujets que nous à ces impacts-là, surtout dans la partie nord de la Grande Barrière. Et l'autre moitié quasiment, à part un peu de bleaching, donc de blanchissement de température, ce sont les acanthasters. Donc, en fait, les acanthasters sont le deuxième, a priori, en tout cas en Australie, le deuxième phénomène par ordre d'importance causant la destruction de la Grande Barrière. C'est extrêmement significatif et du coup, nos voisins australiens ont pris des politiques particulièrement agressives pour lutter contre le phénomène, mais je dois avouer qu'ils n'y parviennent pas parce que la Grande Barrière est tellement grande et étendue, continue, que c'est un combat colossal et pour le moment, malgré d'énormes moyens financiers, en fait, la Grande Barrière, elle recule un peu tous les ans. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, on a un deuxième micro qui va pouvoir circuler. Bonsoir. Est-ce qu'on a ces chiffres aussi pour la Nouvelle-Calédonie sur les différentes causes de la mort du corail, quoi? On aimerait bien. Ça voudrait dire qu'on a un suivi sur le long terme, mais malheureusement on l'a pas. Donc, comme je le disais, les données les plus récentes quantitatives, c'est ce réseau qui dure depuis 4 ans. Donc, on n'a pas du tout ça, malheureusement. Merci. Une question, est-ce qu'on sait ce qui attire les acanthasters ? Oui, on en a une vague idée. C'est différent selon qu'on parle des larves ou des adultes. Pour les larves, en fait, on a plus de mal, puisque comme elles dérivent très longtemps, il y a toute une partie de l'histoire qu'on n'arrive pas à reconstruire. On sait qu'effectivement, les zones riches en plancton les attirent puisqu'elles augmentent leur survie. La température, elles ont un optimum entre 28 et 31 degrés. Donc plus on s'approche de cette zone,
plus les larves vont en gros avoir une croissance rapide, échapper aux prédateurs. Les adultes, on sait que ce sont les zones riches en corail. Par contre, on est incapable de prédire en fait les infestations, et pourtant de nombreux collègues y travaillent, parce que un point qu'on a du mal à comprendre, c'est que lorsqu'on les observe, ces infestations, ce sont toujours des animaux qui ont au minimum 3, 4, 5 ans. Les petits, on ne les voit pas, ou extrêmement rarement, en tout cas pas en infestation. Donc toute la première partie du cycle de vie qui doit a priori se passer dans les profondeurs, elle nous passe totalement sous le radar. Donc du coup, oui, on sait que les coraux les attirent, on connaît leurs préférences alimentaires, les types de coraux, mais au-delà de ça, il y a encore énormément de questions qui se posent. Donc ça ne serait pas lié au stress du corail qui attire l'acanthaster ? A priori, il n'y a rien dans la littérature qui fasse le lien. Bonsoir. Plusieurs choses. Vous parlez d'un comptage sur 10 minutes. 10 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 minutes d'exploration du récif. À quelle vitesse? Quelle distance est couverte pendant ces 10 minutes? Ça, c'est quelque chose qui me paraît important pour savoir exactement comment on explore. Et deuxièmement, vous parlez aussi d'une expérience concernant les injections d'acide. L'expérience à grande échelle quand même, puisque vous avez cité un nombre conséquent d'animaux tués. Est-ce qu'il y a eu mise en place maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment inquiétude? Parce que si je me souviens bien, il y a eu une conférence en 2014 à l'université où on avait bien expliqué qu'il y avait une politique attentiste, qu'on décidait de ne pas intervenir sur les acanthastères. Et là, est-ce que maintenant l'inquiétude est plus grande et est-ce que vous avez décidé d'entreprendre sur certains sites infestés une destruction systématique? Alors, dans l'ordre, les 10 minutes, on fait la différence entre ce qu'on demande aux volontaires pour lesquels on ne donne pas trop de détails. On leur dit simplement nager 10 minutes lentement pour chercher. Et nous, effectivement, nos 10 minutes à nous, ce sont 10 minutes à vitesse à peu près calibrée où on descend, on creuse. Après, quand on veut être très quantitatif, on fait des transects d'une distance donnée et on calcule les densités. Mais dans le cadre de l'aspect participatif, nager lentement pendant 10 minutes la journée, ça suffit pour nous donner des données qu'on peut comparer et commencer à s'orienter vers des zones justement avec risque élevé ou pas. En ce qui concerne l'inquiétude, moi personnellement oui, je suis inquiet, effectivement. Est-ce qu'on a décidé de mettre en place? Alors, l'IRD est un organisme de recherche, n'a absolument pas ni l'autorisation ni la vocation de faire ce genre de choses. C'est du ressort donc, de la province qui seule peut autoriser des campagnes. Nous, on change de paradigme dans la mesure où effectivement on est en train de prendre de plus en plus sérieusement cette question des acanthastères d'un point de vue de la recherche. Après, je vais peut-être passer le micro à Jean-Marie qui donnera son point de vue pour les gestionnaires. C'était un peu prévu, effectivement, donc merci de votre question. Donc, effectivement, on se pose aussi la question de savoir si on peut agir et comment on doit agir. Donc, le débat n'est pas nouveau, vous l'avez rappelé. Agir à grande échelle, on voit que même les Australiens, avec leurs moyens, et malgré la taille de la Grande Barrière, n'y arrivent pas. Nous, on considère que ça vaut quand même le coup de tenter sur quelques sites emblématiques, quelques sites qui sont importants d'un point de vue tourisme, d'un point de vue paysager, quelques récifs qui ont été identifiés ici où l'infestation elle est vraiment caractérisée et dont on se dit qu'il faut quand même essayer de faire quelque chose, sachant qu'on a effectivement des méthodes qui fonctionnent en termes d'injection, qui ne coûtent pas très cher. Ça demande de l'organisation, de la logistique. On fait beaucoup appel aux bénévoles, donc ça c'est important effectivement d'avoir des gens motivés, des gens qui sachent plonger, parce que ça se fait pas quand même comme ça en palmas tuba, c'est quand même assez compliqué quand on a de la profondeur. Bref, on va mener des actions dans les semaines, dans les mois qui viennent pour essayer de faire des opérations coup de poing comme il y a eu lieu l'année dernière à Vua et derrière de mettre en place du suivi pour voir comment les choses évoluent, comment ça repart ou comment ça ne repart pas. Mais on n'est pas effectivement très optimiste sur une évolution à long terme. Ça, on est tous là et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les scientifiques pour essayer de mieux comprendre. Évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte où il faut avoir une eau de bonne qualité. Donc, ça veut dire aussi essayer de limiter les apports terrigènes, tout ce qui vient de la terre, donc tout ce qui vient de la mine, tout ce qui vient des eaux usées, etc. Plus l'eau est de bonne qualité, plus on peut espérer que les déséquilibres sont moins importants. Mais voilà, donc ça pose quand même beaucoup de questions. N'empêche que ne rien faire, ça serait aussi problématique, au moins sur quelques sites. Voilà, encore une fois,
considéré comme étant important, peut-être à d'autres titres que l'aspect purement écologique. Et le message on veut passer aussi, c'est qu'on ne doit pas s'improviser tout à chacun, on va dire, destructeur d'acantastères. Ça, c'est important parce que non seulement c'est dangereux, vous avez vu les manipulations que les gens font pour les attraper. Après, je ne sais pas si tu l'as dit, il y a des risques aussi quand on les manipule, qu'il y ait une éjection de gamètes, ce qui fait que le mal est fait de manière beaucoup plus importante que si simplement retirer l'animal. Et puis également, savoir que dans la plupart des aires protégées, donc qui sont quand même les sites où on essaye d'avoir le meilleur état écologique possible de l'environnement, tout prélèvement d'espèces est interdit, et qui plus est, en plongée sous-marine, quel que soit l'endroit, on ne peut pas prélever n'importe quoi, enfin quoi que ce soit dans le lagon dès qu'on est en plongée sous-marine. Ça, c'est important de le rappeler également, pour que les gens qui ont l'impression de bien faire voient une acantastère, se disent je vais la récupérer d'une façon ou d'une autre, j'ai un sac, etc. Normalement, c'est interdit en plongée, et qui plus est, quel que soit le moyen, en air protégé. Voilà. J'ajouterais que justement, déjà dans un premier temps, à partir de demain, on va faire un appel, nous, dans les médias, à des volontaires, non pas pour justement prélever les acantastères, mais sur la zone de Prony, très spécifiquement, nous aider à mieux cibler les limites de l'infestation, puisque donc il y a 3 semaines, on est allé faire des comptages suite à des rapports, notamment des clubs de plongée qui nous avaient alertés. Effectivement, il y a 3 zones sur lesquelles on a vu des concentrations importantes: l'Aiguille, la zone de l'île Ocasy et surtout autour de Montravel. Donc là, on va faire un petit appel dans les médias justement pour avoir des gens qui viennent nous aider. Et que je vous montre à quoi ça ressemble. Tu l'as mise c'est un petit vidéo d'1 minute qu'on va faire circuler sur les réseaux pour aider à trouver des gens qui nous aident sur Prony. Aidez-nous à localiser les infestations. Les bonnes pratiques justement à utiliser. Nagez pendant 10 minutes, utilisez une montre et comptez toutes les acantastères que vous verrez. Attention, en journée elles sont souvent bien cachées, sous les tabulaires, dans les coraux branchus, sous les crevasses. Nagez lentement. À la fin des 10 minutes, notez le nombre total d'acantastères. Envoyez votre rapport via le site oreanet.ird.nc, l'application mobile Oreanet sous Android et Windows Phone, ou l'application mobile MareNC. Pensez à bien repérer la zone où vous avez fait ce comptage pour pouvoir l'indiquer sur la carte. Si vous faites plusieurs comptages dans la même zone, donnez-nous la durée totale de nage et la somme de toutes les acantastères vues pendant ce temps. Vos rapports d'observation seront transmis au gestionnaire. Ne pas toucher les acantastères. Elles piquent même à travers des gants et leur venin est très douloureux, voire dangereux. En saison chaude, d'octobre à mars, elles sont prêtes à pondre. Évitez toute manipulation ou stress des animaux. Une acantastère qui pond peut, par réaction en chaîne, provoquer la ponte massive de ses congénères à proximité. N'essayez surtout pas de les tuer en les entaillant, en les écrasant. Elles peuvent se guérir de la plupart des blessures, voire se multiplier par régénération si on les découpe en morceaux. Vous pourriez aggraver la situation. Seule la direction de l'environnement peut décider et autoriser une opération de nettoyage. Votre aide permettra de faciliter l'action des gestionnaires et de mieux protéger nos récifs. Voilà, j'espère que ça donne en même temps quelques informations de plus sur les méthodes qu'on recommande. C'est le travail justement d'un de nos stagiaires de communication de Nouméa qui a fait un excellent travail effectivement là-dessus, en très peu de temps en plus. C'est un peu bricolé, mais le résultat est vraiment... Oui, moi j'avais quelques questions un peu spécifiques. À quelle vitesse une acantastère se déplace? Enfin, si on sait. On le sait en vitesse de pointe, c'est-à-dire en général quand elle est sur le sable et que ça ne lui plaît pas, quelques dizaines de mètres à l'heure. C'est-à-dire ça va, voilà, hein, comme ça. Mais après, sur du corail, là, ou en zone profonde, on n'a aucune idée. Et alors, la deuxième question, c'est sur les zones plus profondes. Parce que c'est pas évident d'aller observer les zones profondes, en particulier par plongée. Donc en fait, à quelle profondeur les acantastères font des dégâts? Jusqu'à quelle profondeur? On le sait-on? En fait, on a équipé une vingtaine de baleines, de balises et de caméras sous-marines infrarouges qui détectent les dégâts des... Non, je plaisante, on aurait bien aimé, mais ça marche pas. On ne sait pas du tout. On n'en a aucune idée, en fait. Dans la littérature, quelques observations ponctuelles laissent penser qu'elles se déplaceraient en profondeur, mais on n'en sait rien. Donc, à moins d'équiper les baleines... Non, mais enfin, sans parler des grandes profondeurs. Dans tes schémas, tu montres que la partie superficielle du récif, le sommet, la crête, n'est peu atteinte, en fait. Enfin, moins atteinte. Donc la partie plus profonde est plus atteinte, mais jusqu'à quelle profondeur on a des observations fiables?
50 mètres, 40 mètres, je sais pas. Il y a des observations jusqu'à 50-60 mètres. Après des observations de dégâts quantifiés en profondeur, il n'y a rien de spécifique, effectivement. Bonsoir, moi je voudrais simplement poser 2-3 questions, notamment sur, maintenant on a bien identifié le problème, on a vu qu'en Australie ça détruisait 25% des plateaux coralliens. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les détruit ou on continue à observer? Parce que si on s'est réunis juste pour dire qu'on les a observés pendant 4 ans, à l'aiguille de Prony, j'ai signalé ça en début d'année, et c'est catastrophique. Là. Je l'ai vu il y a 6 ans de ça sur un site à Nouméa qui s'appelle le spot de surfeurs. En l'espace de 4 mois, il n'y avait plus rien. Et derrière, le corail ne se développe pas. Donc, ma première question, est-ce qu'on va continuer à observer et rien faire? Et la deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser les centres de plongée, parce qu'ils sont quand même tous les jours dans l'eau, à participer à cette éradication? Alors je vais répondre à la première partie. Est-ce qu'on va continuer à observer? Oui. Nous, c'est notre travail, donc on va effectivement continuer à observer. Jean-Marie avait déjà commencé à répondre, il peut préciser. Non, mais enfin, je suis d'accord, effectivement, c'est inquiétant et on a un sentiment d'impuissance malgré tout. Donc là, l'idée, c'est de commencer à se faire la main, même si on a déjà commencé l'année dernière. Enfin, c'était d'abord l'IRD l'année dernière avec un léger appui de notre part, mais c'était avant tout l'IRD, je dois leur rendre hommage à ce niveau-là. Là, cette année, on va essayer de le faire sur 3 sites. Donc c'est une façon aussi de voir comment ça fonctionne en termes d'organisation. Il y a des aspects quand même, on est sous l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des conséquences voilà, sur l'intégrité physique des gens, c'est pas n'importe qui peut s'improviser encore une fois. Donc on est obligé de commencer à petite échelle. Si on s'aperçoit qu'effectivement, déjà c'est un coup d'épée dans l'eau et que ça progresse et qu'on arrive à avoir des situations dignes de l'Australie en termes de proportions, il faut passer à une autre échelle. Là, c'est plus à nous, direction de l'environnement, d'en décider. Il faut effectivement mobiliser on va dire, toutes les énergies sur le sujet et notamment les financements. Donc il faudra étudier la question au moment voulu. Je suis bien d'accord avec vous qu'il ne faut pas attendre encore 4 ans avant de faire des choses à une plus grande échelle, si tant est que ce soit possible. Parce qu'encore une fois, techniquement, malgré tous les plongeurs qui sont pleins de bonne volonté, etc., vu l'ampleur du phénomène, ça paraît compliqué. En même temps, plus on agit vite, mieux c'est. C'est comme pour les incendies. Il vaut mieux agir tôt avec des gros moyens que trop tard avec les mêmes moyens, mais où ça s'est étendu. Bonsoir, j'ai une question peut-être un peu bête, mais on a parlé de l'état du récif après le passage des acantastères. Est-ce qu'on sait où elles vont? On a équipé des baleines de... non, on ne sait pas, et c'est une grandes interrogations. L'année dernière, avec un étudiant, on a essayé pendant 6 mois de trouver des systèmes de les marquer individuellement, de les reconnaître, et comme ça on s'était dit on va remarquer des centaines, des milliers dans le lagon, et puis on va essayer de voir où elles se baladent. Et malheureusement, il n'y a rien qui tient. On a beau utiliser des colorants, des marques, des tags qu'on leur injecte, rien ne fonctionne. Donc non, on ne peut pas les suivre. Alors on va essayer autre chose cette année, a priori, sur des aspects de génétique. Les récents progrès de la génétique permettent normalement de distinguer des populations. Jusqu'à présent, à cette échelle-là, d'un lagon, ce n'était pas faisable, on avait testé. Il semblerait que ça le devienne. Donc on va essayer de faire des tests ça ne nous permettrait pas de dire où elles vont, mais on pourrait peut-être être capable de dire est-ce que toutes les infestations qu'on a dans le lagon sud-ouest viennent finalement de la même origine, sont calédoniennes, ou est-ce qu'une proportion vient d'autres pays? Donc ça commencerait à nous donner des pistes de gestion. Mais c'est très expérimental, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais non, on ne sait pas où elles vont. Merci. Tout à l'heure, le directeur de la DANV nous disait que sur les aires marines protégées, nous n'avions pas le droit d'intervenir, de prélever quelque espèce que ce soit. Donc la question que je pose, et peut-être que je n'ai pas compris, c'est s'il y a un niveau d'infestation fort dans un endroit qui est déclaré aire marine protégée, va-t-on pouvoir intervenir ou va-t-il falloir changer la réglementation pour pouvoir intervenir ? Oui, tout à fait. Bonne question. Je n'ai pas été très précis tout à l'heure. C'était de manière générale, sans autorisation du président de la province. C'est le président qui
qui octroie au titre du Code de l'environnement les autorisations, on ne peut pas prélever, détruire quoi que ce soit en aire marine protégée. Mais bien entendu que dans le cadre d'une opération qui serait encadrée et validée, en aire protégée, on donnerait les autorisations nécessaires pour que l'opération se fasse. Oui, il y a toujours des exceptions quand elles sont fondées au titre d'une opération scientifique ou d'une problématique d'éradication, etc. Donc oui, il y a c'est cadré, mais il y a toujours possibilité d'agir. Merci. J'avais une question sur je connais plus ou moins la réponse, mais peut-être que quelqu'un l'a en tête. La question en tête, c'était sur la possibilité de la lutte biologique. Comme on sait, parfois ça pose des problèmes, parfois ça fonctionne, à terre notamment. Là, on a évoqué la toutoute. Est-ce que c'est une piste possible ? Sur le papier, c'est séduisant, effectivement. La toutoute mange les acanthaster. Alors, en fait, elle en mange une par semaine, dans ses bonnes semaines. Donc, ça va déjà augmenter le nombre de toutouttes qu'il va falloir élever. Ça, pour le moment, on ne maîtrise pas le cycle. On pourrait le faire en aquaculture, j'imagine. Il faudrait les garder un certain temps, certes plusieurs années, jusqu'au moment où on pourra les relâcher sans mortalité excessive. Donc, ça va coûter cher. Ensuite, donc, si on fait un calcul rapide, sur Prony, on a en une matinée, une demi-journée, on a compté 5000 acanthaster. Une toutoute en mange une par semaine, ça va faire beaucoup de toutouttes. Et le problème de la toutoute, c'est qu'on sait très peu de choses sur son écologie. C'est a priori un super prédateur d'étoiles de mer. Toutes étoiles de mer confondues. Moi, j'en ai observé en train de manger les Lynkia, ces étoiles bleues qu'on voit partout. Donc, si on lâche des charrettes entières, des bordées de toutouttes voraces qui vont se mettre à manger, peut-être en fait elles vont préférer les autres finalement espèces. C'est vraiment risqué. Donc la lutte biologique, ça nécessite vraiment d'y aller avec des pincettes et d'avoir fait des tests. Et le problème, c'est que c'est des tests complexes parce qu'il faut vérifier la réaction au niveau de tout l'écosystème. On ne peut pas juste mettre dans des bassins des toutouttes et des acanthaster et conclure ce qui va se passer. Donc personnellement, nos voisins australiens s'étaient posé la question, on se la pose. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais moi, en tant qu'écologue, je suis extrêmement prudent sur ce genre de choses. Il faut vraiment y aller avec des pincettes. Bonsoir. Petite question, est-ce qu'on connaît l'espérance de vie des acanthaster ? Parce que vous dites qu'on les trouve en général, ils ont 5-7 ans. Est-ce qu'elles vivent 50 ans, 100 ans, 10 ans ? Alors, c'est une très bonne question. C'est difficile parce qu'encore une fois, comme on ne peut pas les marquer, évidemment, on ne peut pas les reconnaître, mais on peut faire des extrapolations puisqu'il y a eu des études qui suivaient la taille et l'augmentation l'âge et la taille sur des petites périodes. On estime à, on dirait 15, 20 ans, peut-être un peu plus. Mais dans la nature, en général, il est rare d'en observer au-delà d'une taille de 70 cm. Et plusieurs études ont montré que, notamment quand elles sont en grosse infestation, au bout de 3 à 5 ans, parfois un peu plus, on a des mortalités importantes dans la population. Les individus meurent, non pas parce qu'ils sont trop vieux, il y aurait une espèce d'affaiblissement de leur système immunitaire. Tout se passe comme si, quand ils sont trop nombreux au bout de trop longtemps, on a un développement de maladies dans la population et les individus meurent rapidement. Donc c'est rare d'observer du coup des individus. Les seuls très gros individus qu'on observe, qui auraient presque une dizaine d'années, ce sont des individus isolés en fait, ce pas des individus en infestation. Merci. Alors chacun son tour. Maintenant une question pour toi, Pascal. Tu te souviens de ce programme qu'on a fait avec le Vanuatu, VaBiomar, valorisation de la biomasse des acanthaster. Dans les images qui sont projetées là, on voit qu'après l'injection, on laisse l'animal en place. Donc il y avait ce programme au Vanuatu et avec Fidji. Est-ce que tu peux nous dire un peu si ça a été probant, ce que c'est devenu ? Oui. Yes. Ça a moitié marché. On avait, pour l'histoire, effectivement, on s'est dit, toutes ces tonnes d'acanthaster, parce que parfois c'est des tonnes, que dans les petits pays du Pacifique, on retire de l'eau pour les enterrer ou les brûler, parce qu'on n'avait pas encore développé ces injections où elles sont trop coûteuses. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait en faire du biogaz pour éventuellement alimenter, faire du feu, en fait, s'éclairer ou cuire les aliments, comme à Fidji on le fait avec du lisier de porc ou des déchets végétaux. Et est-ce qu'on pourrait en faire également des engrais ? Alors le biogaz, on a fait exploser 2 fois pas le laboratoire tout entier, mais disons les bidons dans lesquels c'était contenu. C'est très odorant, on a repeint le plafond plusieurs fois, et on s'est rendu compte que non, ça ne fonctionnerait pas, en tout cas pas à moins d'avoir des systèmes tellement complexes et coûteux que ça ôtait tout intérêt pour les petits pays du Pacifique.
Donc côté biogaz, ça ne marche pas. Côté engrais, ça marche très bien et on a obtenu des vitesses de croissance multipliées par 3 pour certains légumes sur lesquels on a testé. On avait testé des tomates, okra, ce sont des végétaux à Fidji, je ne me souviens plus du nom, un peu comme des gombos. Et on avait testé encore 2 autres espèces. Donc oui, en tant que fertilisant, effectivement, ça fonctionne. On peut faire un compost d'acanthaster assez simplement, en le mélangeant à la terre en proportion connue. Et ça fonctionne bien. Donc ça marche, effectivement. Alors, question subsidiaire, est-ce que, puisqu'on a vu que ça marchait, c'est un programme qu'on avait développé au Vanuatu, est-ce que la Calédonie envisage, vu qu'on laisse pour l'instant je ne sais pas si on appelle ça un cadavre, dans la mer, est-ce que, puisque ça fonctionne, on envisagerait de dupliquer ou répliquer ce programme en Nouvelle-Calédonie dans les communautés? Alors, il faudrait qu'il y ait un intérêt, juste le passer en termes d'engrais, ce qui n'est pas évident. L'autre problème, c'est la manœuvre que ça nécessite. C'est beaucoup plus facile d'injecter l'animal et de le laisser sur place, puisque on a constaté que les poissons viennent très rapidement le manger à partir du moment où les nécroses arrivent. Donc vers 8-9 heures, l'animal est tellement abîmé que tous les poissons viennent. Et on a même démontré, pas encore publié mais bientôt, que les injections de vinaigre en fait, ne provoque pas l'émission des gamètes. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser toute l'année, alors que les méthodes où on les enlève, typiquement si c'est pendant la période de reproduction, là, effectivement, ça peut provoquer des pontes. Donc pour le moment, le plus sécuritaire et le plus facile, ça reste les injections. Après, effectivement, enlever des tonnes d'acanthaster, les ramener à terre pour en faire du compost, c'est quand même un sacré travail. Et... Oui, je souscris complètement. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'acanthaster pour pouvoir bénéficier de compost. Et si des gens pouvaient traiter d'autres types de déchets organiques, type les déchets verts, et ça c'est une autre priorité de la province, mais sur lequel là je pense qu'on peut avancer plus facilement que. Il me semble préférable de laisser les acanthasters effectivement dans des bonnes conditions en plus, hein, parce que finalement ça contribue à l'écosystème de manière générale. Ouais. Mais oui, c'est pas le même contexte, je pense, que dans les petites îles où il peut y avoir un besoin immédiat très proche des zones d'infestation. Oui. Alors moi je vais revenir sur le Vanuatu. Dans le reportage, on voit des gens qui ont fait des choses sur certains récifs de Vanuatu, et visiblement ils sont très contents de leur résultat. Ils disent il n'y a plus d'acanthaster, on n'a plus peur, ça marche. Donc c'est vrai, ça marche dans la durée. Dans la durée, pas forcément. Le problème, c'est que, alors ça, c'est la perception des gens. Effectivement, ça marche. Et oui, sur les zones sur lesquelles on intervient, c'est beaucoup plus facile pour des règles en raison des types de gestion qui sont différentes. Le chef d'un tel village dit demain, tout le monde est dans l'eau pour aller enlever les acanthasters, tout le monde est dans l'eau pour enlever les acanthasters. Donc c'est beaucoup plus facile et rapide. Donc il y a des cas très nettement, on a des suivis sur un an, où un an après, le niveau d'acanthaster est devenu quasiment, est revenu totalement à la normale, ça fonctionne. Maintenant, c'est un peu la roulette, puisque ces infestations, avec la durée de dérive larvaire, peuvent venir de n'importe où. Donc on ne peut absolument pas garantir que 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, ça va revenir. Mais effectivement, ponctuellement, ça fonctionne et les gens sont vraiment contents. On a eu des cas à Santo, notamment, ou à Emao, nord des Faté, où les gens n'osaient plus aller sur les récifs parce que, notamment, il y avait des gens qui s'étaient blessés en marchant sur les acanthasters, sur le platier. Et après avoir enlevé tout ça, les gens à nouveau retournaient pêcher. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils avaient tellement attendu qu'il n'y avait plus beaucoup de corail, donc il n'y avait plus grand-chose à pêcher. Mais dans certaines zones, on s'y est pris à temps. D'autres questions? Non? Oui. Justement sur, est-ce qu'on a une idée de l'état de santé des récifs au Vanuatu et au Fidji? Pas du tout à l'échelle du pays, c'est trop vaste et ils ont encore moins de programmes de suivi que nous. Donc non, sur certaines îles, oui, on a des données, mais alors sur le global, ce que je peux dire pour les acanthasters, c'est qu'il y a au moins autant d'infestations au Vanuatu qu'ici. J'en ai dénombré, je ne sais plus, une vingtaine sur toutes les îles principales quasiment. Mais c'est encore plus dur d'avoir du retour, puisque le contexte n'est pas le même. Et donc les gens sont moins habitués à utiliser Internet, par exemple. Donc on essaye d'avoir plus de retours des îles éloignées. Et le département des pêches y travaille beaucoup. Donc ce qu'on voit, c'est que dès qu'on cherche, pareil, on trouve. Et en revisitant certaines données, y compris en Calédonie, les données justement de l'université du Rorke, on est en train de se dire qu'a priori, il y a beaucoup de zones comme la Côte Oubliée qui très probablement ont eu des graves épisodes d'infestation dans les 5-10 dernières années, qui sont à l'époque passés inaperçus et qui expliqueraient l'état déplorable dans lequel on a certains récifs dans le nord, où certains de mes collègues sont allés récemment du côté de Pointe-Dimier, Yengen par là, Puebo. Il y a aussi des choses qui laissent penser que, oui, a priori, les acanthasters sont passés plusieurs fois sans doute.
Et deuxième question, concernant la baie de Prony, et notamment l'aiguille de Prony, où il y a pas mal d'acantastères dessus, est-ce que vous envisagez d'y aller Parce que là, il y a quand même un gros intérêt. Ça fait partie des 3 sites que nous, on considère comme prioritaires et sur lesquels il faudrait agir très rapidement. Ouais. Cassis, l'Aiguille et Montravel. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Le mot de la fin, c'est, je pense que vous êtes bien conscientisé par le problème, même si les réponses apportées sont vraiment pas simples et que, c'est un bel exemple de, je sais pas si on peut appeler ça crise, mais au moins d'une question où il faut croiser à la fois les aspects purement scientifiques par rapport à des aspects plus de gestion, voire même politique. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de faire savoir effectivement à travers les médias qu'on a besoin d'aide dans un cadre qui reste à préciser, mais effectivement, si on fait appel à toutes les bonnes volontés, au moins pour le descriptif et puis ensuite sans doute pour l'intervention. Voilà, s'il n'y a plus de questions ou personne ne veut rajouter quoi que ce soit, écoutez. Non, merci à tous. Merci Pascal, merci à l'IRD.